Sun, toute l'idée, c'est de faire la prospective crowdsourcée. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que sur le marché de la prospective et la détection de tendance, il y avait beaucoup de cabinets qui faisaient très bien leur travail, mais c'était souvent assez vertical. C'était un expert, un gourou qui avait une vision, qui avait observé beaucoup de choses partout, qui l'a partagé avec les marques ou avec les agences. Et ça, c'est super intéressant, mais parallèlement, il y avait beaucoup d'innovations qu'on voyait passer qui étaient un peu en dessous du radar. L'expérimentation que les gens mettaient en place eux-mêmes, qui partageaient avec leurs proches et qu'ils avaient du mal à faire émerger dans les médias. Et donc on s'est dit, on pourrait essayer de leur demander à tous de nous envoyer de manière crowdsourcée tout ce qu'ils voient passer ou tout ce qu'ils font eux-mêmes et de nous faire cette caisse de résonance comme un cabinet de tendance en forme de grande auberge espagnole où tout le monde serait accueilli pour parler de comment on va vivre demain. Et donc c'est les tendances par les gens, pour les gens. Et c'est ce qui a donné le site Sun. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui, non? Oui, est-ce qu'on peut mettre la main si on, de là-haut si on a... Oui, ouais, regardez, vous avez... Je suis sûr qu'il y en a qui m'entendent Vous pas, avez un vrai fan club, là. J'apprécie énormément. Et donc du coup, ça a créé une newsletter où chaque semaine, on essaie d'imaginer un futur plutôt optimiste. Voilà, où on se dit comment on vivra demain. Est-ce que la ville sera un gros potager? Est-ce que mon dressing sera intelligent? Est-ce que mon point de vente sera différent? Et on propose ce futur sous forme d'un collage, parce que le collage, c'est une forme visuelle très intéressante pour nous. C'est je bricole un peu avec ce que j'ai aujourd'hui, l'idée que je peux me faire de demain. Et dessous, on propose comment l'expérimenter dès aujourd'hui en mettant en avant à la fois ces jeunes inventeurs ou ces designers et ceux qui nous ont aidés, bien sûr, à les détecter, qu'on appelle les éclaireurs. Donc on a une communauté d'aujourd'hui un peu plus 1000 éclaireurs qui sont répartis partout dans le monde et qui nous remontent quelques centaines d'innovations tous les jours. Donc c'est un travail marketing qui est intéressant, moi qui venais de la statistique, c'est un matériel très mou. Ça peut être une photo, un livre, un lien internet. Et nous, on l'agrège dans une base où on le code suivant à quelle aspiration ça correspond, dans quel secteur, dans quel style de vie. Et dès qu'on voit des choses émerger de manière assez quali-quanti, parce qu'on a beaucoup de signaux qui sont très pointus, et bien on essaie de voir comment ça pourrait inspirer le marketing et les forces de changement de demain. Donc voilà le système en deux mots. On a les éclaireurs, les experts qui nous aident à les décoder, parce que nous, on a une connaissance sur certaines parties, mais encore une fois, notre objectif, c'est d'être une plateforme. Donc pas mal d'experts, de sociologues, on a Lipovetsky, Benoît Lebrun, et d'autres amis de Sun qui nous aident à les décrypter. Et ensuite, on fait tout ce travail qu'on appelle de curation, c'est-à-dire à partir de milliers de signaux, en faire des méga-trends ou des sous-trends qu'on détaille à travers le site où la plupart du contenu est gratuit. C'est un modèle vraiment freemium, vous pouvez aller picorer ce que vous voulez. Et nos partenaires Radio Nova et 20 minutes, et ensuite on les décline souvent un cahier de tendance qui s'appelle le Sunoscope, que vous avez peut-être vu d'une manière ou d'une autre, qui chaque trimestre fait un focus, et des Sunoshots qui par secteur essaient de screener les 50 innovations qui comptent. Voilà. C'est la page de pub est terminée. C'est pas vraiment de la pub, c'est pour expliquer le mécanisme. Non mais j'ai tellement envie de poser cette question-là à Gabriel. Pourquoi c'est pas bientôt? Parce qu'un jour, on s'est dit que peut-être que les Français allaient intéresser à l'international. Ah, c'est pour ça. Et ça commence à être le cas. Le 15 juin, on passe en bilingue, parce qu'on avait des commandes qui nous venaient de l'étranger, principalement de francophones, principalement d'éclaireurs qui voulaient pousser aussi dans leur boîte ces nouvelles idées. Et donc petit à petit, ces éclaireurs deviennent des ambassadeurs dans un système très crowd, pour le coup, dans différents pays. Donc ça va devenir anglophone également. Voilà, à la fin du mois. Oui. À la fin du mois. Donc maintenant, il faut quand même peut-être, faire une définition. Il faut définir peut-être qu'est-ce que c'est le crowdsourcing, le crowdfunding. Voilà, alors le crowd, c'est dans l'imaginaire des gens, My Major Company, ou des projets sympas où les gens donnent un peu d'argent pour aider quelqu'un. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Alors que le crowd, on peut le voir, et pas mal d'économistes le voient aujourd'hui, comme une économie parallèle qui se développe par rapport à l'économie verticale traditionnelle. Pourquoi parallèle? Parce qu'aujourd'hui, un projet, de A à Z, vous pouvez le mener avec des communautés de manière crowdée. Donc au début, vous allez faire de l'open innovation, vous allez co-construire avec la communauté pour avoir un proto. Ensuite, vous allez financer ce proto sur une plateforme de crowdfunding, Kickstarter aux États-Unis, KissKissBankBank en France. Si vous avez besoin de monter une boîte pour ça, vous allez vendre des equity pour avoir du financement sur Ulule ou d'autres plateformes.
Donc ça, c'est la partie financement de projet. Ensuite, vous allez avoir besoin de gens pour faire la créa tout autour. Donc vous avez des boîtes de designers comme Creads, par exemple, qui vont vous faire toute la charte graphique, des boîtes de vidéos comme Aika qui vont vous faire des vidéos, etc., etc. Toujours en faisant appel à un crowd de contributeurs. Et ensuite, vous allez le communiquer potentiellement via Clap, par exemple, qui vous permet d'accélérer votre diffusion sur les réseaux sociaux et le distribuer toujours par un crowd que sont les marketplaces. Si on y pense, une marketplace, c'est un crowd. Pourquoi? Parce que le site est une plateforme qui va héberger plein de vendeurs qui vont vendre via cette plateforme, comme sur Amazon. Il faut savoir que la marketplace d'Amazon, aujourd'hui, c'est 50% du chiffre d'affaires d'Amazon dans certaines catégories de produits, ou La Redoute ou Saranza, qui eux aussi se mettent à faire du marketplace. Même My Little Paris, qui est un média, se met à faire du marketplace pour la distribution en regroupant un crowd, cette fois-ci pas de contributeurs traditionnels ou de sourceurs, mais un crowd de vendeurs. Donc de A à Z, on voit qu'une économie des intermédiaires, très horizontale, peut se mettre en place. Pourquoi des intermédiaires? Parce qu'on ne passe pas par une centrale d'achat, on vend directement, on ne passe pas par une banque, on va chercher directement l'argent de l'épargne, on ne passe pas par différentes agences pour arriver jusqu'au créa, on a le créa directement en lien, voire différents créas qui collaborent ensemble pour créer votre identité. Et donc on a ce système très horizontal, parce que les gens collaborent tous un peu au même niveau, par rapport à un système vertical. Il ne s'oppose pas nécessairement, mais ils se complètent sur beaucoup de champs. Lending Club, qui est un gros de la finance aux États-Unis, est en train de travailler avec de grandes banques. Nous-mêmes, on travaille avec les cabinets de tendance. Creals travaille aussi avec pas mal d'agences. Et ce qui est intéressant, c'est de combiner cet aspect savant que peut avoir le système vertical traditionnel avec le foisonnement créatif et la diversité que peut apporter le crowd. Je vous donne un exemple, si j'ai le temps, celui de Neil Young. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Neil Young. Neil Young, ouais, quand même. Voilà. Il veut développer une musique de bonne qualité, un format musical de bonne qualité. Il dit le MP3, c'est super compressé, on n'entend rien, même le vinyle, même le CD, c'était pas si bien que ça. Aujourd'hui, on a assez de technologie pour prendre le son directement à la sortie des tables de studio. Le son pur, tel qu'il a été enregistré, sans aucune compression. Ça s'appelle le FLAC, ou le lossless. Bon. Je vais voir les banques, personne ne veut le financer. Je vais voir les majors, personne n'en veut. Système vertical ne marche pas. Il se dit, j'ai peut-être assez de passionnés autour de moi pour faire émerger ce truc. Je vais demander 500 000 $, ce qui est quand même pas rien, pour lancer le premier lecteur pour ces formats-là. Et avec le lecteur, il y aura une plateforme de téléchargement de musique sur ce format-là pour faire un mini écosystème, un peu comme l'avait fait Apple avec le MP3, iTunes et le iPod. Il commence timidement, il commence à recruter d'autres ambassadeurs qui sont de grands groupes, comme, je sais pas, les Foo Fighters, Metallica, Beck et d'autres. Et le truc prend, les gens comprennent et participent vraiment à cette vision-là, les médias aussi, et ils génèrent plus de 6 millions de dollars de recettes et arrivent à faire en plus d'un coût financier, parce que ça a permis de développer une première presse-série très aboutie, un coût marketing, parce que tout le monde connaissait, dans le milieu des mélomanes et des fans de techno musical, le Pono, qui était ce nouveau lecteur, et qui a fini son financement juste le jour où iPod a été sorti du marché par Apple pour montrer la succession d'un système vertical avec un système horizontal qui le supplante un peu, avec énormément de succès. Et aujourd'hui, chacun des contributeurs sont devenus un peu ambassadeurs. Il y a toutes des communautés qui organisent même la distribution en Europe, par exemple. Et ça a été porté par une entreprise de 10 personnes, mais qui compte en équivalent temps plein, si on parle RH, plusieurs milliers de personnes qui travaillent à ce projet-là et ont du coup directement accès à la marque, à son histoire, et au lieu de faire un story making qu'on construit souvent un peu à un storytelling, pardon, qu'on construit un peu a posteriori souvent, on est plus dans une configuration de story making où l'histoire s'est faite avec les consommateurs, de l'innovation jusqu'au financement, jusqu'à aujourd'hui, sa distribution, son partage et même le CRM si on veut, parce qu'il y a des Pono Store et des Pono Backers un peu partout dans le monde, et même suivant certaines catégories musicales, les fans de jazz, de country et autres. Donc bon, je trouve que c'est un exemple assez caractéristique où on voit que c'est un projet industriel qui a été lancé. C'est une vraie marque aussi, avec un vrai marché, une vraie histoire. On sort du côté un peu hippie et bisounours qu'on peut se faire du crowdfunding. Ça a rivalisé avec Apple, ça a rivalisé avec les financements bancaires traditionnels. Et aujourd'hui, le vrai clash entre le digital et le réel, il s'est pas fait dans les années 2000 pour moi. C'était assez simple de prendre un entrepôt, d'acheter en gros et de revendre au détail en ligne. C'est ce que faisaient d'ailleurs très bien les grandes surfaces. Ils pouvaient faire la même chose en ligne, il n'y a pas de souci. C'est très simple de copier une activité digitale traditionnelle. Par contre, de copier un fonctionnement de crowd, c'est quasiment impossible.
Okay, autant Carrefour peut faire la même chose, ou la Fnac peut faire la même chose qu'Amazon, mettre une vitrine en ligne et poster les colis plutôt que de les mettre dans un magasin. Carrefour ou la Fnac ne peut pas faire une marketplace. Okay, dans un magasin physique, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, ils perdent pas mal de temps. Autant une banque peut proposer une banque en ligne, très bien, on en a vu plein. Autant une banque ne peut pas, aujourd'hui, n'a pas les moyens de faire du crowdfunding et même du crowdlending, c'est-à-dire que les gens se prêtent entre eux, voire du C2B, c'est-à-dire que des gens aujourd'hui se mettent à prêter à des entreprises à travers des plateformes de crowdfunding. Donc les gros clashs que vous voyez aujourd'hui entre le réel et le digital, pour moi, ils se font pas suivant la copie du réel en version digitale, ils se font suivant le clash entre l'organisation traditionnelle verticale et l'organisation crowd. Je donne un exemple très simple, les hôtels qui se rebellent contre Airbnb, les banques qui font du lobbying anti-crowdfunding, ou encore les taxis que vous avez vus dans la rue, simplement parce qu'Uber, c'est un système de crowd. Uber, c'est personne. C'est 3 gars dans un bureau qui ont un crowd de chauffeurs qui mettent en relation via une plateforme avec un crowd de clients. Eh bien, ce système de fonctionnement-là, c'est très difficile à copier pour l'économie réelle, donc ça clash. Et donc après cette première série de clash, il y a pas mal de grands groupes et de directeurs marketing qui se sont dit, plutôt que d'aller au clash ou de vouloir acheter quelque chose qu'on va dénaturer, pourquoi pas essayer de trouver voilà, une symbiose, un partenariat entre ces plateformes-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit des directions marketing travailler avec des plateformes de crowd ou travailler en mode crowd pour s'inspirer du meilleur qu'il y a dans ce mouvement-là, tout en gardant leurs acquis que sont l'expertise et la connaissance marché. Et là, vous avez en fait identifié 5 tendances majeures dans le crowd. C'est quoi ces 5 tendances en fait? Alors ça, quand on récoltait tous les signaux qu'on avait vus tout à l'heure, après on essaie de les mapper, donc on fait de l'analyse factorielle traditionnelle sur les tags qu'on a placés sur les innovations, pour ceux qui aiment l'analyse quanti, moi j'aime beaucoup mais je sais que ça n'intéresse personne. Donc passons, on a ces espèces d'îlots, et donc on voit qu'au sein du crowd, il y a quand même différentes motivations des gens pour participer. Vous avez le côté effervescence tout à droite par rapport au côté plus institutionnel, donc les gens qui vont là-dessus pour créer, d'autres qui vont là-dessus pour entériner le crowd, je détaillerai juste un peu après, et le côté un peu éphémère versus le côté plutôt consolidation dans ce mouvement-là. Et si on regarde les différentes îles qui correspondent à différentes sources de motivation, vous avez la première qui est un peu bac à sable, c'est ouvrir la voie à l'expérimentation. Il y a beaucoup de plateformes qui sont très ouvertes, même dans leur objectif, et qui est de dire je veux co-construire. On prendra l'exemple d'Orange, par exemple tout à l'heure, qui témoignera à la table ronde, dans l'idée de se dire pourquoi je co-imagine pas avec mes utilisateurs ou même avec des inventeurs aux 4 coins de la France et bientôt du monde, des solutions pour l'IT de demain de manière complètement ouverte pour faire un espèce de brainstorming géant. Ça, c'est la première motivation qu'on a repérée tout à droite. Donc ça, c'est l'effervescence et c'est tout à droite. Ça, c'est la bac à sable. C'est vraiment tout ce qui est innovation, tout ce qui est un peu touche à tout. Exactement. Et même sur les plateformes de crowdfunding, vous avez quand même certaines catégories de gens qui proposent des trucs plus ou moins loufoques, mais pour lancer des idées et dont les projets évoluent au cours du temps, au cours des financements, vers des choses plus abouties. Mais l'idée, c'est d'ouvrir et d'être vraiment en ligne, c'est-à-dire j'ai un premier proto et je le fais évoluer avec vous plutôt que d'arriver avec un produit fini que je vais pusher avec un certain nombre d'imperfections parce que je connais pas très bien le marché. Là, je l'ai co-construit avec vous, donc évidemment, voilà. Il est plus en adéquation. Donc c'est vraiment ouvrir la voie. Et puis en haut, on voit éphémère, la beauté du geste. Ça, ouais, c'est quoi ça? Alors, il y a pas mal de choses en digital qui commencent à avoir de l'humour. C'est pas mal parce que le digital n'a pas toujours eu d'humour. Hein. Il se l'a pété un peu et dans la Silicon Valley et aussi dans le French Web. Il y a beaucoup d'applications qui sont très intéressantes d'un point de vue purement poétique. Donc là, s'il n'y a pas un but donné, ça va par exemple être des expos d'art contemporain où c'est les visiteurs qui finissent l'œuvre. Donc c'est une œuvre qui est en général crowd-makée ou crowd-imaginée. Ça va être des petits boîtiers sur lesquels tout le monde pose son iPhone au début d'une soirée, ça va générer une playlist en citant à chaque fois l'auteur de la provenance du titre pour faire un grand mix géant de manière automatique. Il y a un côté aussi très festif là-dedans parce que ça crée du lien. Tout le monde, via le crowd, a une petite place et collabore à un projet qui peut durer une soirée, le temps d'une exposition. Ouais. Et là, on a côté consolidation, on a la mutinerie.
Alors, dans la mutinerie, c'est tous les mouvements revendicatifs qui existent encore dans le mouvement crowd. Beaucoup de plateformes comme KissKissBankBank ne veulent pas se faire acheter par des banques pour rester justement dans une économie alternative. Beaucoup de plateformes de consommation collaborative portées majoritairement en France par WeShare sont dans ce mouvement-là. Donc là aussi, l'idée derrière, c'est de porter une consommation alternative à la consommation existante, et c'est la principale motivation de ce cluster de crowd. Et puis on va vers l'institution avec pierre à l'édifice. Donc l'idée de pierre à l'édifice, c'est de, grâce au crowd, modifier des pratiques potentielles qui existaient déjà. On a l'exemple de Cobif qui va se présenter, où toute l'idée, c'est de partir du commerce traditionnel et de revenir, elles vous expliqueront comment, à l'origine du pourquoi on va avoir un commerçant, c'est pour son expertise, pour le lien social, etc. Et comment le crowd pourrait essayer de réactiver ça pour profiter de l'aspect incarné du commerce physique par rapport à l'aspect désincarné du digital, notamment par l'organisation d'ateliers que les gens peuvent décrire en ligne, poster, pour lesquels ils peuvent vendre des tickets. Et donc du coup, on va venir au magasin pour vivre une expérience sociale, pour vivre un partage de connaissances et partager quelque chose plutôt que simplement acheter un produit. Ça diversifie l'activité du commerçant ou de l'artisan, ça crée du lien aussi au niveau local, ce que le digital, avec toutes ses qualités, a tendance à ne pas souvent faire, et ça montre vers ce vers quoi peut aller le digital aujourd'hui, c'est-à-dire via le crowd, réintroduire du local, de la proximité, du vrai lien, et pas que des amis Facebook. Et là, on a la dernière tendance, gardien du temple. Alors, les gardiens du temple, c'est le stade le plus abouti du crowd. C'est ceux qui ont instauré un système et qui veulent le protéger contre le clash dont on a parlé tout à l'heure. Wikipédia, par exemple, est une encyclopédie crowdsourcée et il est extrêmement structuré pour que ça puisse tenir dans le temps et toujours améliorer la qualité contre les attaques de fausses informations ou les attaques même de piratage sur certaines pages. Donc là, on s'organise de manière pas défensive, mais de manière très institutionnelle pour que ça tienne. Le crowdfunding, c'est institutionnalisé aussi. Ils ont un syndicat qui défend leurs intérêts pour avoir des statuts. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cet été, ils ont acquis gain de cause, et il y a des statuts d'établissement d'investissement participatif qui leur donnent l'équivalent du statut bancaire. Et donc, ils peuvent prêter de l'argent, ils peuvent financer des projets, et ils ne sont pas dans une zone un peu grise comme ils l'ont été jusqu'aujourd'hui. Donc, toute la motivation de ces crowders, on va dire, au stade avancé, c'est de protéger ce qui a été mis en place pour que ça prenne une vraie place dans l'économie, ce qui est le cas. Il faut savoir que la part de marché des marketplaces ou la part de marché des financements en lending ou en funding est quand même croissante, et elle ne va pas renverser le marché existant, mais il est prévu que ça soit multiplié par 5 ou par 10 d'ici 2020, et là ça atteindrait quand même le statut d'un vrai système parallèle au système traditionnel. Et là, on va illustrer au moins 2 de ces 5 tendances avec la table ronde, justement. Oui, alors si je peux me permettre d'accueillir Nicolas Brie de Orange, qui a créé la plateforme Imagine with Orange, et Sandrine qui a co-créé Cobiv avec Alban qui est là aussi, qui est la plateforme d'atelier dont je vous parlais tout à l'heure. Tous les deux très en lien avec le marketing et tous les deux très en avance de manière complémentaire entre la start-up de Lozère et le grand groupe parisien. J'espère qu'on pourra du coup ensemble couvrir tout le spectre. On peut les applaudir, Nicolas et Sandrine. Alors, la première question que j'aurais, moi qui suis assez convaincu par le crowd depuis un moment, c'était de savoir qu'est-ce qui vous a convaincu, qu'est-ce qui a fait le cheminement de votre projet vers un projet crowdsourcé ou format marketplace de services respectivement pour Imagine ou Cobiv. En commençant peut-être par Nicolas, parce que bon, on a l'habitude de voir des startups qui fonctionnent en mode crowd, mais un grand groupe, c'est quand même assez surprenant. Et je voulais savoir quel était le cheminement d'Orange vers ce projet. Alors, en 2 mots, je vais peut-être présenter ce qu'est Imagine with Orange. Et d'abord, je vais faire participer la salle, puisque c'est ça qu'on m'a appris dans les écoles de présentation. Combien de personnes connaissent Wikipédia? Si vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Quasiment voilà. Tout le monde. Tout le monde connaît cette plateforme de crowdsourcing, comme l'a dit Ganaël tout à l'heure. Quels sont ceux qui connaissent Kickstarter?
Ah, là, on est dans du 70, 80, un peu moins. Oui. C'est une plateforme de crowdfunding d'innovation. Imagine with Orange, c'est un croisement entre Wikipédia et Kickstarter, donc entre le crowdfunding d'innovation et le crowdsourcing. C'est une plateforme de crowdsourcing d'innovation. Ça veut dire que c'est un endroit où on vient partager ses idées d'innovation autour du monde numérique et celui dans lequel opère Orange. Et Orange vous aide à leur donner vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Chaque trimestre, Orange propose un thème de la vie. En ce moment, c'est la famille connectée. À Noël, ça sera peut-être le shopping. Cet été, les vacances, les voyages, etc. Et propose aux consommateurs du monde entier de partager leurs idées sur la manière dont le numérique pourrait améliorer, apporter un progrès dans cette thématique. Les gens postent leurs idées. Les idées font le tour de la communauté. Et comme Orange est présent dans une trentaine de pays, on peut dire qu'ils font quasiment le tour du monde. La communauté commente, vote sur les idées des uns et des autres. La communauté façonne l'innovation. Et les porteurs des idées les plus appréciées, Orange les invite à un atelier d'innovation à Paris pour travailler le potentiel de l'idée. C'est ça qu'on veut dire par partager vos idées. Orange vous aide à leur donner vie. À la sortie de l'atelier, soit les consommateurs sont contents de l'interaction et disent « bon, Orange va probablement intégrer cette idée dans un projet innovant et dans un an ou deux, ça deviendra un produit et j'en aurais été à l'origine. » Très bien. Soit les consommateurs se prennent au jeu de l'entrepreneuriat et disent « mais cette idée, en fait j'y tiens, cette idée, c'est mon idée. J'ai envie de la continuer. Merci pour les conseils que vous m'avez prodigués tout au long de la journée. Comment vous pouvez faire pour m'aider dans la suite du parcours ?» Et là, Orange aide sous forme de coaching et notamment au travers d'un partenariat avec une plateforme de crowdfunding. On va aider l'entrepreneur, le nouvel entrepreneur, à monter son dossier de crowdfunding pour commencer à lever un peu d'argent. Si ce n'est pas un problème d'argent, mais souvent on en a quand même, si c'est plus un problème de méthode, de savoir-faire, à ce moment-là, Orange mobilise des experts autour de l'idée pour essayer de la renforcer, de lui donner une aspérité plus forte. Voilà, Imagine with Orange, partagez vos idées, Orange vous aide à leur donner vie. Je n'ai pas répondu à ta question, je peux peut-être laisser ma voisine et revenir après, pour ne pas monopoliser le... Donc, bonjour à tous, je vais faire la même chose, je vais vous parler de Cobib et vous présenter d'où ça vient ce projet et qu'est-ce que c'est. Donc Cobib, ça vient d'un constat personnel et je pense que vous allez être plusieurs à le partager avec moi. Aujourd'hui, l'ère des consommateurs, c'est fini. On passe sur l'ère des consommateurs, notamment avec toutes les tendances comme le do-it-yourself, que vous connaissez, je pense, la plupart d'entre vous. On est une grosse partie des Français à en être bien fans et bien accrochés. Mais et également, un deuxième constat que je voulais partager avec vous, c'est que face à toutes ces personnes qu'on est fans du créer soi-même, du faire soi-même, d'apprendre à faire par soi-même, on a près de chez nous des professionnels de proximité, des artisans, des commerçants, tous les acteurs de cette économie présentielle, qui eux vivent une réelle transition numérique, qui sont en plein bouleversement et pour qui le mot-clé actuellement, on a parlé toute la journée, toute la matinée, c'est l'expérience client. Comment générer de nouvelles expériences clients. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne touche pas seulement les grandes entreprises, les grandes chaînes. Vos commerçants de quartier, vos artisans de proximité sont aussi touchés par ce phénomène-là. Et donc concrètement, Cobib, qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme, la marketplace, comme l'a expliqué tout à l'heure Ganel, qui permet de faire le lien entre ces deux besoins. Donc nos besoins, nous, en tant que clients, de vivre une réelle expérience, une expérience concrète, participative, et le besoin de nos professionnels de générer ces nouvelles expériences clients. Donc comment ça marche concrètement ? Sur notre plateforme, les professionnels peuvent mettre en ligne leur savoir-faire, leur expertise, et proposer de vous les partager sous forme d'ateliers, de workshops, donc dans différents buts, de diversifier leur activité, attirer une nouvelle clientèle, la fidéliser, mais ça peut être aussi mettre en avant un produit ou un service. Et donc le crowd, pour nous, via la solution Marketplace, a été l'outil en ligne primordial pour mettre en place ce projet. Et évident. D'accord. Donc j'aime bien
Le fait, on disait tout à l'heure que ça allait être multiplié par 10 en termes de taille et de part de marché, System Crowd, mais ça va être multiplié en termes de format aussi. C'est rare de voir une grande marque devenir une marque plateforme finalement qui va héberger de la co-conception et même aider des projets à sortir de la marque. Souvent on fait du crowd pour une campagne de pub, ah, c'est rigolo, chacun a posté sa photo, j'en fais un grand film, mais ça profite qu'à la marque, alors que là ça profite à la marque bien sûr, à sa génération d'idées, mais aussi aux porteurs de projets eux-mêmes. C'est un principe important de réciprocité dans le crowd avec l'aide d'Orange ou l'aide d'Orange mixée avec KissKissBankBank ou d'autres acteurs du financement, et faire aussi travailler des artisans ou des commerçants qui eux sont un peu exclus de la mutation digitale. Il faut savoir qu'il y en a très peu d'entre eux qui ont ne serait-ce qu'une vitrine en ligne et qui, par le biais du crowd, peuvent du coup avoir cette vitrine, cette attractivité marketing très disséminée, très discrète mais extrêmement bien répandue sur le territoire, et du coup qui permettent d'avoir des premiers résultats. Je vais vous demander peut-être vos premiers retours d'expérience sur ces deux projets qui sont très frais, donc on les partage un peu avec vous dans les coulisses de l'innovation. D'abord sur, peut-être on peut reprendre avec Cobiv et ensuite avec des générations d'idées pour Orange. Alors Cobiv, c'est un projet qui a 8 mois, qui est en pilotage depuis 8 mois, comme l'a dit Ganel, sur le département de la Lozère, Languedoc-Roussillon, plus petit département de France en termes de population. Et donc, donc sur ces 8 mois, on a des très bons retours. Il faut savoir qu'on a, avec seulement une communauté de 20-25 professionnels, c'est tout petit pour du pilotage, on arrive quand même à assumer et à mettre en ligne 4 ateliers par semaine, ça fait 150 ateliers environ depuis 8 mois. Donc il y a un réel besoin, ça prouve un vrai besoin de ces artisans et commerçants de proximité, et avec une communauté qui est vraiment fidélisée et qui est vraiment engagée à suivre la marque, à suivre Cobiv et ses professionnels. Voilà. Et on se prépare actuellement à ouvrir sur le territoire, donc Languedoc-Roussillon et national, début 2015. Pour en avoir souvent parlé à des distributeurs ou à des conférences, l'intérêt du coup de réseaux de distribution qui a été lancé, y compris par des enseignes qui sont à moitié mortes, où les vendeurs se disent waouh, mon job c'est de rediriger vers du store to web ou à donner 2-3 conseils à des gens qui vont comparer les prix sur Amazon en direct devant leur téléphone. Ça redimensionne complètement la partie retail du mix marketing en disant une expérience client plutôt que de faire youpi ou de mettre 2 vidéos sur écran LCD dans le point de vente. Peut-être qu'on peut recréer ce que les gens cherchent, à savoir du lien, apprendre quelque chose de concret, comme tu le disais, et que le vendeur, du coup, réciproquement, est lui valorisé, pas simplement comme vendeur, mais comme expert, et aussi comme personne avec qui c'est sympa de discuter, ce qui est dans l'imaginaire collectif plus trop le cas, alors que potentiellement, si on va avoir un menuisier, un pharmacien ou un boulanger, on peut peut-être passer même 2 heures avec lui à faire des macarons, à faire de l'herboristerie. Donc c'est assez percutant en termes d'expérience client réelle, mais portée par le digital. Donc, voilà. Et pour Imagine Oui, donc nous aussi, c'est un projet très récent. On a ouvert les premières campagnes d'idées ou concours d'idées en septembre. Et on est content de 2 choses. Le premier point, c'est qualitatif. Ce qu'on voulait faire, c'était une plateforme où les gens viennent partager des idées d'innovation. Et en se lâchant, en étant imaginatif, créatif, mais pas une plateforme où ils viennent nous proposer des améliorations de gamme de produits existantes ou des demandes de réduction tarifaire, comme on aurait pu l'avoir. Et le premier résultat sur la campagne qu'on a actuellement sur les objets connectés, c'est effectivement ça. Qualitativement, les gens nous parlent de comment ils aimeraient améliorer la gestion des aliments dans leur cuisine, comment ils peuvent mieux gérer le vieux stock de médicaments qui est au fond de leur armoire, et si tout ça était connecté avec la pharmacien, est-ce que ça pourrait se passer, ça pourrait être automatique, comment ils peuvent surveiller ou suivre leur vélo, enfin, on est vraiment dans le domaine de la vie de tous les jours, améliorer leur transport, l'énergie, etc. Et on n'est pas dans le domaine de la nouvelle box Orange, il faudrait qu'elle ait ci, le forfait, il faudrait qu'il y ait plus d'heures, etc. Ce qui n'était pas ce qu'on cherchait à construire comme endroit. Donc déjà, voilà, on est content de l'image. Si on devait dire que Imagine with Orange c'est un hôtel ou un Airbnb, quoi, on est content que les gens aient compris l'enseigne et que ensuite la conversation qu'on souhaitait se mette en place. Ensuite, quantitativement, la communauté est encore petite, elle est en train de croître, mais elle est extrêmement dynamique, plus que ce qu'on avait prévu en termes de dimensionnement de ressources d'ailleurs.
Et en 3 semaines sur les objets connectés, on a eu 250 idées de services. Alors des idées d'objets, des idées sur les datas que génèrent les objets. Comme vous avez eu le débat sur les objets connectés à midi, je sais que vous êtes des experts maintenant, donc on peut parler de tout ça. Mais des idées, pas simplement de mon objet, j'aimerais qu'il s'améliore en devenant connecté, et puis les données, ça pourrait me renseigner sur telle chose. Aussi des idées qui mélangent des univers. Tout à l'heure, Ganaël a parlé du crowd et de la consommation collaborative. Eh bien, pour les gens, pour la communauté qui est sur Imagine with Orange, il n'y a pas un fossé entre les objets connectés et la consommation collaborative. Une fois qu'on a connecté l'objet, on peut le prêter, on peut l'échanger, et parce qu'il est connecté, je peux le suivre. Tout ça est tout à fait logique. Donc, du Blablacar ou des sites qui permettent d'échanger ses perceuses, où la perceuse devient connectée, où la voiture devient connectée, tout ça, ça fait complètement sens. Bon, chez nous, c'était clairement des univers complètement différents, hein, donc très, très segmentés. Voilà, donc qualitativement, on est très satisfait du côté imaginaire, créatif qui est dans la conversation, et c'était ça qu'on voulait avec cette plateforme d'innovation. Et quantitativement, ben, on est surpris, on est un peu dérouté. Il y a beaucoup de choses qui correspondent à des produits aussi qu'on connaît, mais ça nous donne des insights, des tendances sur ce que les gens mettent en premier comme amélioration ou comme innovation souhaitée. Ouais, c'est ça, ces insights, c'est intéressant. Bon, là, on est un peu ovni, parce qu'on parle du crowd et digital dans une conférence marketing, et pourtant, il s'est trouvé que pas mal de marketeurs s'y intéressaient beaucoup, par exemple, pour détecter les tendances sur un marché à travers tous les projets qui avaient pas mal de succès sur Kickstarter. Par exemple, nous, en essayant de voir qu'est-ce qui était beaucoup sollicité en mobilité ou en type d'expo d'art contemporain, peu importe, partout dans le monde, et qui avait beaucoup d'écho au sein de notre communauté pour le remonter. Donc même si a priori c'est pas un outil du marketing, ça peut apporter beaucoup parce que c'est en contact direct avec le marché, avec les aspirations des gens et pas par 4 filtres que sont l'institut qui regarde, le fil du questionnaire, etc. C'est un peu le pouls en temps réel, non? Et on en parlait tout à l'heure. Il y a une idée qui a beaucoup de succès, ou une thématique qui a beaucoup de succès, elle est très concrète, c'est le cartable connecté. Alors, elle s'exprime sous différentes formes déjà. Ça, c'est un premier indicateur. Il y a des gens qui veulent juste traquer le cartable. Mais grosso modo, ce qu'ils ont derrière la tête, c'est de traquer l'enfant, en fait. Hein, c'est savoir où est-ce qu'il est quand il a son cartable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants qui perdent leur cartable, mais bon, ça peut être aussi une option pour laquelle on traque le cartable. Des gens qui vont plus loin sur cette idée en disant, oui, mais dans le cartable, il y a des cahiers. Je ne sais jamais trop ce qu'il doit apporter comme cahier, donc est-ce qu'on pourrait connecter l'emploi du temps avec les cahiers, et quand il manque un cahier pour la journée du lendemain, ça bip et ça me dit, voilà. Donc là, on comprend la logique. Technologiquement, ça va être un peu plus compliqué à faire, de connecter tous les cahiers avec l'emploi du temps, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça intéresse les gens, et que quand quelqu'un met cette idée-là, ils réfléchissent pas c'est faisable, c'est pas faisable, ils disent ah oui, ça une vraie valeur ajoutée. Et on va peut-être trouver, nous, une solution avec eux, d'une autre manière, avec une technologie à laquelle ils n'ont pas pensé. Ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'à un moment, ça a crépité autour de cette idée-là, quoi. Voilà, d'avoir des insights directement sur des gens qui ont la liberté totale de s'exprimer. Et je trouve que d'un point de vue marketing, parce que quand même je viens de là, on sous-estime quand même la capacité du public et de la clientèle à avoir des idées. C'est con, mais on se dit, les gens ils vont pré-tester quelque chose, on va leur soumettre, ils vont donner un avis. Mais eux, en tant que générateurs d'idées, de pistes, de choses qui peuvent être très avancées, pas sur tous les champs, mais chacun ponctuellement sur son champ va apporter une pierre qui peut être intéressante ou un lien qu'on n'aurait jamais fait avant. Et une idée derrière le crowd aussi, c'est de faire confiance aux gens, à cette intelligence collective, et pas simplement les considérer comme voilà, un public sur lequel on va prétester des choses comme une population voilà, en pharmacie ou en pharmacologie ou en agriculture. Peut-être des expériences que vous avez, vous, chez Cobiv. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer aussi dans le crowd la notion d'engagement client, qui est très forte à mon avis, parce que quand on participe à un projet, que ce soit pour du crowdfunding ou n'importe quelle autre plateforme, marketplace, telle qu'elle soit, c'est qu'on a envie de donner un peu de soi pour ce projet, et c'est en termes de promesses de marque, de fidélisation client, c'est énorme comme potentiel au niveau du crowd. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut exploiter assez fortement, et c'est ce que nous on partage aussi à nos clients, donc artisans, commerçants, donc par exemple vos pharmaciens, vos boulangers qui sont proches de chez vous. Je vais vous donner un exemple très concret.
Vous allez participer à un atelier avec un chef cuistot, vous allez apprendre à faire un super repas, n'importe. La semaine d'après, vous devez sortir avec des potes, vous allez où? Vous allez certainement les amener là, et pourquoi? Parce que vous êtes rassuré sur la qualité, vous êtes rassuré sur la personne qu'il y a derrière, et puis en plus, vous allez être privilégié. Vous êtes la personne qui a participé, qui a vécu une expérience avec le chef, le patron, le pharmacien, n'importe quoi que ce soit. Et là, on est vraiment dans la notion d'expérience client, au sens d'engagement, comme on le disait ce matin, et c'est des choses qu'il ne faut pas négliger du tout dans le crowd, à mon avis. Ouais, ça peut être une source, on en a souvent parlé de ces sujets-là, une source de crainte aussi, parce que dit, oula, si je suis en plateforme, si je suis en live avec les gens, que je co-élabore avec eux des trucs, que je teste, c'est pas calibré comme un bon processus militaire où on a tout verrouillé et quand on marche sur le marché, on est à peu près sûr de nous et il y a le juridique qui a mis 4 pages de conditions générales de vente pour qu'on n'ait pas une class action. Là, c'est pas du tout ce système-là, quoi. Là, le boulanger va vraiment se montrer lui-même. Orange va vraiment discuter avec ses clients de manière ouverte, sans être celui qui sait tout, mais celui qui peut aider à accélérer les choses. Et je pense qu'en termes de posture de marque, c'est un peu lourd aujourd'hui d'être le super sachant, parce que les gens se renseignent beaucoup, discutent beaucoup entre eux. Par contre, d'être un super catalyseur, c'est assez intéressant. Une autre marque plateforme, typiquement, c'était Apple. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont sorti le iPhone? Et là où ils gagnent le plus d'argent avec le iPhone, c'est pas avec la vente du matériel lui-même, même s'il est très cher et coûte aussi cher à produire, c'est via la vente de toutes les applications. Et je suis désolé, mais l'App Store, c'est une marketplace d'applications, où tous les codeurs ont élaboré avec les outils mis à disposition par Apple les applications qui leur semblaient les plus pertinentes, et comme n'importe quelle marketplace, Apple prend une commission sur les ventes de ces applications. Se dire, c'est les gens qui vont co-construire mon produit, ça change un peu la perspective, parce que moi, du coup, mon rôle, c'est de mettre en place un dispositif pour que les gens co-créent, et pas de pousser des produits déjà créés de A à Z. Je sais pas si vous... Oui. Deux commentaires. Effectivement, nous, on voulait... Enfin, on n'était pas du tout dans une posture où c'était vous l'avez rêvé, Orange l'a fait. C'était pas ça qu'on voulait, parce que pour moi, ça correspond pas à l'innovation contemporaine, en fait. Je vois bien tous les projets d'innovation que je mène. Il y a les idées qui fusent, qui se croisent au sein de l'équipe, et c'est jamais une idée qui est transformée en un produit de manière... voilà. Donc on voulait engager ce dialogue. Et ce qu'on voit, c'est que chaque idée, on la traite en l'illustrant. Les gens présentent un concept. Une idée sur Imagine, c'est 120 caractères. Pourquoi? C'est pour pouvoir être retweeté derrière, puisqu'on vient partager son idée sur Imagine, mais avec toute la communauté. Et les gens sont très sensibles au fait qu'on illustre, qu'on challenge l'idée, qu'on pose des questions, et puis ensuite la communauté prend le relais de l'équipe d'Imagine pour poursuivre la conversation. Et finalement, on avait éventuellement peur qu'ils soient déçus que leur idée, on ne la transforme pas en produit, mais ce n'est pas ça leur attente. Leur attente, c'est d'abord d'être écoutés et d'avoir un dialogue autour de leur idée. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est ce qu'on peut apporter, nous, sur cette plateforme d'innovation. Oui, c'est nos équipes d'innovation qui répondent aux clients, qui les challengent, qui mènent la discussion, et ce, sur une dimension internationale. C'est-à-dire que pour nous, c'est super intéressant si des idées remontent de pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Égypte, où on est présent, se croisent avec des équipes d'innovation qu'on a en Pologne, à San Francisco, en Angleterre, et de ce dialogue naît quelque chose de supérieur à la somme des parties. C'est ça qui fera la force de cette plateforme, cette circulation d'idées internationales, pas forcément très techno. Ça peut être de l'innovation frugale, comme on dit dans notre jargon. C'est pas forcément les lunettes à réalité triplement augmentée, quoi. Ça peut être du simple SMS qui sert de service bancaire comme en Afrique. Mais ça a un impact sur la vie des gens et c'est ça qui nous intéresse. Alors, le temps est compté. Oui. Donc en tant que Sun, je me dois de vous poser la question de l'avenir proche, qu'on essaie toujours de détecter, qu'on voulait partager avec vous. D'après vous, quelles sont les prochaines étapes pour vous et de manière générale pour cette logique de crowd? Bon, moi, d'une manière générale, le digital, je pense qu'il est voué à être là pour enrichir le réel. Et le crowd encore plus particulièrement, à faire partie des usages du quotidien, comme ça le devient déjà pas mal, mais à pousser encore plus
comme avec les publics cibles, artisans, commerçants qui sont très loin de toutes ces logiques-là, et donc qui permettrait notamment de replacer le social, le lien réel, comme disait Ganaël, pas forcément les amis Facebook, notamment au cœur de l'acte d'achat et l'expérience client au centre des démarches commerciales et des stratégies commerciales. C'est toutes les démarches Web to Store dont on parlait ce matin, et pour moi les commerces doivent vraiment devenir socio-digitaux. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Ok, merci. Olivier? Nicolas? Nicolas, pardon. Ah, mais j'ai un frère qui s'appelle Olivier, c'est pour ça. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça exactement. Oui, moi je suis d'accord. L'arrivée du crowd dans tout ce qui est consommation, retail, etc., j'y crois aussi. Tout à l'heure, tu parlais des différentes vagues de transformation digitale et tu disais que le crowd, c'est une vraie transformation digitale par rapport au fait de décliner un business model existant vers le numérique. Et en fait, nous, dans le numérique, on voit aussi arriver maintenant d'autres choses qui se passent au travers d'objets qui sont fabriqués avec des technologies, si on peut dire numériques. Je pense aux impressions 3D, je pense au Fab Lab, au fait que finalement, on peut imaginer des mini-usines qui réintègrent les villes pour fabriquer des objets, que ces objets ils sont nativement connectés, donc ils sont quand même assez différents des objets qu'on fabriquait au 19e siècle, au 20e siècle. Et je pense que le crowd a un rôle à jouer là-dedans, en fait, que ces plateformes de fabrication donc d'objets de la vie réelle, c'est un des challenges futurs du crowd. Je crois qu'il y a des gens qui s'y attellent un petit peu en ce moment, et tu vas sûrement nous dire qui, puisque tu... Non, il y en a des prémices, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez OpenDesk, donc c'est des schémas de meubles de designers en ligne, de type Ikea, Habitat, dans la gamme de prix entre les deux, on va dire, où vous téléchargez les plans qui ont été co-créés par des designers, et après, pour l'impression 3D, ou la plupart du temps pour la menuiserie, simplement, qui consiste à découper les différents bouts de bois que vous allez monter vous-même, et ben vous allez voir le Fab Lab, le plus proche de chez vous. Vous allez voir un menuisier qui a adhéré au réseau pour le faire. Rien qu'à Paris, vous pouvez télécharger parmi plus de 50 meubles qui sont disponibles en téléchargement, et aller chez plus de 4 ou 5 menuisiers indépendants dans Paris et dans les gros Fab Labs que sont la Villette et ici Montreuil. Donc ça marche déjà, cette révolution-là est déjà en marche. Du coup, j'ai choisi mon meuble sur plan. J'ai pu demander des modifications, et il a été co-créé par des designers qui touchent des royalties. Donc dans cette économie qui mixe le réel et le digital, qui mixe l'intelligence collective et la production locale, on y est déjà quasiment. Donc c'est peut-être que des prémices, mais comme beaucoup de choses étaient aux prémices au début des années 2000, et aujourd'hui ils font partie de notre quotidien. Donc c'est ça qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Et un dernier mot, Nicolas. C'est très court, c'est juste pour dire que, comme on est à un séminaire marketing, Imagine with Orange souhaite faire des campagnes de concours d'idées, de partage d'idées avec d'autres marques que Orange. On va en faire une prochainement avec une marque sur les transports, une autre avec une marque d'hôtellerie, et une autre avec une marque sur la cuisine. Donc s'il y a des marques aujourd'hui qui sont intéressées pour lancer des campagnes de concours d'idées à l'échelle internationale, ne manquez pas de venir me voir. L'invitation est lancée. Une invitation aussi? Pareil, une invitation, même chose, on va en profiter puisqu'on est lancé. Donc comme je vous l'ai dit, Coby ouvre au national là, dans pas très longtemps. Et donc même chose, on cherche des partenaires avec qui on serait ravis de travailler, de pouvoir développer toutes ces actions sur les territoires, sur le terrain et partout en France. Voilà. Ok, donc on est en co-construction même pendant la conférence, on est au taquet, donc vous pouvez co-construire avec Nicolas et Sandrine si vous voulez, juste après la conférence. Peut-être pour clôturer, on a quelques questions. On va demander s'il y a des questions, des commentaires dans la salle, parce que s'il y en a, c'est maintenant. Oui? Vous voulez un micro? Le 2. Bonjour, j'ai une question pour vous, Daniel. Par rapport à votre business model, j'ai vu sur votre schéma un peu les bases, mais comment gérez-vous le flux d'informations de tout le monde qui vient depuis vos chasseurs, et comment vous les renumérez aussi, et comment vous gérez, est-ce qu'il y a des outils digitaux que vous utilisez pour stocker les idées, comment vous choisissez? Merci.
Ok, merci, c'est une vaste question. Je vais essayer de faire très court. Toute la gestion de l'information est faite par des humains. On croit moyennement au digital. D'ailleurs, même Google a des human writers maintenant. Même Amazon, qui faisait confiance entièrement au trafic, a des human writers pour dire ce qui est plus ou moins pertinent suivant les recherches. Et nous, comme on est sur les tendances, tout est fait à la mano. Hein, j'en fais le soir. On a aussi toute l'équipe qui en fait, on est 6 maintenant. Parce que chaque INO, on doit la qualifier suivant les aspirations auxquelles elle correspond. Et il y a peu de robots aujourd'hui. Même on a un machine learning avancé qui va comprendre l'aspiration qui est derrière tel ou tel nouveau lieu ou tel nouvel objet design. Et ensuite, une fois que tout ça est qualifié, on peut le traiter de manière très facile. Hein, c'est un peu le système de Clive Humby pour ceux qui le connaissent. Pour chaque objet, je le définis en un ADN d'une quinzaine ou cinquantaine, dans notre cas, de tags indexés sur une échelle de Likert de -5 à 5. Donc ce système-là qu'il a mis en place pour Tesco au Casino en France est super performant. On passe d'objets à des tags et du coup, on travaille comme profiling. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie business model, comment on gagne de l'argent? Alors, l'argent, on le gagne en système freemium. C'est-à-dire que la plupart du contenu est gratuit. On n'a que des appels entrants. On n'a jamais fait un rendez-vous commercial non sollicité. Pourquoi? Parce que les gens nous voient sur le site où il y a énormément de contenu, nous voient sur 20 minutes, Nova ou Marketing Magazine. Et du coup, ce qu'on leur propose, c'est d'aller plus loin dans l'exploitation de la base sur un sujet qui leur plaît, où on va screener les 200, 300 innovations qui peuvent concerner leur promesse de marque. Je parle de convivialité pour Pernod Ricard, par exemple. Et sur cette promesse-là, on va faire le mapping que vous avez vu là, des différentes aspirations possibles. Donc on fait du on-demand qui, lui, est payant. Quand on parle de brand content, c'est le cas qu'on faisait. On avait le choix au début, avec Alexis, on avait 6 mois devant nous, le cofondateur. Soit on faisait 6 mois de commercial à prendre notre carnet d'adresse en prenant des rendez-vous en disant c'est super. Soit on avait 6 mois pour produire un contenu de super qualité tous les jours, sur tous les médias possibles, et espérer qu'un jour, après être enfermé 6 mois dans le bureau, le téléphone sonne. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Laurent Berlin, je ne sais pas s'ils sont ici, mais qui était notre premier client. Et c'était un peu la preuve de ces business modèles digitaux qui se basent sur voilà, la production d'une proof of concept par le contenu et pas par le rendez-vous commercial. Donc c'était voilà, le business model qu'on a choisi, ça marche à peu près jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a pas de grosse machine derrière, hein. C'est aussi une intelligence collective derrière, et dans tous les exemples qu'on a vus là, je trouve qu'on a intérêt aussi à avoir le digital en low-tech, parce que derrière des plateformes comme celle-ci, il n'y a pas une technologie de malade mental. Okay. Derrière beaucoup de systèmes de crowd, il n'y a pas une technologie complètement dingue non plus. Mais c'est en pensant à l'usage, aux aspirations que les gens veulent faire de cette technologie qu'on en fait quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on attend trop de technicité du digital, alors qu'on devrait y attendre de l'innovation d'usage et une nouvelle manière de voir les choses. Le digital, c'est aussi une source de poésie et de créativité, et pas qu'une source de méga algorithmes qui vont générer du cash automatiquement. Ça marche aussi, ça fait ses preuves, mais c'est pas que ça. D'autres questions peut-être? Si, ici. Dernière question. Je trouve que le sujet est passionnant et que c'est la vraie révolution du marketing. Moi, ça m'interroge en particulier la démarche de Orange pour des grandes marques qui sont dans un univers concurrentiel. Traditionnellement, l'innovation, c'est quelque chose de clé car il s'agit d'être souvent le premier. Et donc, ces idées, on a tendance à les hyper protéger. Or là, le principe, c'est tout l'inverse. Et vous le disiez, on va faire émerger des idées, après, soit on va les développer nous, soit ça va être développé par celui qui a eu l'idée. Alors comment ce point-là exactement ça se gère économiquement aussi, et puis qu'en est-il dans cette démarche finalement de la propriété intellectuelle? C'est une remarque que j'ai eu beaucoup sur la plateforme en interne, mais les idées, tout le monde va les voir. Bah oui, sans ça, c'est pas une communauté en fait. Et réciproquement, si vous avez des idées confidentielles que vous ne voulez pas qu'on voit, il ne faut pas les mettre sur la plateforme. Puisque non seulement Orange va les voir, mais toute la communauté va les voir. Donc, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les idées. En fait, on peut déposer des propriétés intellectuelles un peu plus tard au niveau de solutions. Ce qu'on peut juste protéger sur l'idée, c'est le style de l'idée. C'est-à-dire, si vous présentez votre idée avec un style, je ne sais pas, à la Desproges, ou voilà, avec un style littéraire très particulier, là, vous pouvez le protéger. C'est ce que vous pouvez faire. Je pense que c'est une vision sur l'innovation, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas partager là
des idées de solutions technologiques qui seraient hyper confidentielles et qu'on voudrait garder pour nous et que la communauté voudrait garder pour elle, chacun pour soi, quoi. On va partager là des idées où on se dit, est-ce qu'il y aurait un usage derrière ça, en fait? Est-ce que ça correspond à quelque chose dans la vie des gens? Et donc, on voit, par exemple, beaucoup de gens m'avaient dit, jamais une start-up va venir sur ta plateforme, puisque son truc, elle ne va pas en parler. Mais non, mais en fait, à un moment, une start-up, ça doit quand même parler de son produit, sans ça, personne ne l'achète, quoi. Ça s'appelle le marketing. Et donc, dans les concours d'idées, on voit des start-up qui posent des idées, pas sur leur spécificité technique, hein, pas sur ce qui est brevetable, mais bien sur un usage, et est-ce que ça ferait sens dans la vie des gens? Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près, quoi. Et, alors oui, comment ça se passe avec les gens? Alors ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que on a des profils qui se distinguent assez nettement dès le début du dialogue avec les consommateurs, parce que je vous ai dit, chaque idée, on y répond. Donc en fait, ensuite, les gens répondent, donc on répond, etc. Et on voit très bien qu'il y a soit plutôt des gens qui disent « je pensais à ça, voilà, cadeau. Si vous le faites, je suis content, la marque m'a écouté, etc. Si d'autres gens le font, voilà. C'est mon souhait, c'est mon attente. » Ou il y a d'autres gens qui disent je suis preneur de coaching de la part d'Orange, continuez vos conseils. Là, on sent bien qu'il y a de la graine d'entrepreneur derrière, quoi. Voilà. Donc, assez tôt, et bien avant l'atelier d'innovation, on sait à peu près ce que souhaitent faire les gens et donc comment on peut les accompagner au mieux, quoi.